Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique mes analyses et graphiques des données publiques relatives au Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo, je souhaite examiner les chiffres et le contexte des rapports inquiétants d'une nouvelle double mutation virale en Inde. Je peux vous assurer que mes recherches m'ont permis de découvrir des détails très intéressants. Alors, restez à l'écoute et accordez-moi votre attention. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur une carte du monde interactive que les membres de mon équipe ont mise au point, montrant les pays du monde entier selon un schéma de couleurs basé sur la mortalité à 7 jours pour 100 000 habitants. Elle concerne les décès Covid-19 des 7 derniers jours et vous pouvez la trouver à l'URL coronacarton.com. Lorsque vous regardez l'Inde, la première chose qui surprend est le schéma de couleur orange, la même couleur moyenne qu'en Allemagne. Si vous cliquez ensuite sur l'Inde, une fenêtre s'ouvre avec des chiffres clés des événements Covid-19 de ce pays mis à jour quotidiennement. Ces informations sont automatiquement mises à jour à partir d'ESRI, de RKI, du CDC, de l'OMS et d'autres sources. Vous trouverez à cette adresse web d'autres cartes interactives que je vous présenterai plus en détail à la fin. Avant de passer à l'analyse détaillée des données de l'Inde, j'aimerais aborder deux sous-thèmes dans un contexte plus large. D'abord, il y a ce concept inquiétant de double mutation qui doit sembler doublement menaçant dans le contexte de la situation menaçante évoquée. Donc, tout d'abord, une définition du terme à partir d'un dictionnaire médical. La mutation est un processus naturel en biologie. La mutation implique de petits changements dans le matériel génétique. Elle joue donc un rôle important dans l'évolution de l'homme, des plantes et des animaux. Les changements mutagènes permettent aux humains, aux plantes et aux animaux de mieux s'adapter aux conditions environnementales changeantes. Les mutations se produisent spontanément et peuvent également avoir des effets négatifs, par exemple le développement de maladies. Je vais utiliser l'exemple de la séquence génétique du virus de Wuhan pour illustrer comment on pourrait modéliser le changement dans le génome d'un virus. Vous pouvez voir en arrière-plan la séquence génétique complète de ce virus, telle qu'elle peut être extraite de la base de données GISAID. Une petite section est agrandie. Les lettres G, A, T et C représentant 4 bases nucléiques qui sont chimiquement liées pour former une structure en chaîne. Je ne vais pas me lancer dans de la biochimie, mais en tout cas, la clé des processus biochimiques réside dans le codage exact de l'ordre de ces 4 bases. Cet ordre est donc d'une importance primordiale. Un changement dans la molécule pourrait donc ressembler à ceci, par exemple, que des blocs de construction individuels changent de position en raison d'influences extérieures. Je l'ai indiqué à 2 endroits par les couleurs rouge et jaune, où les sections jaunes et rouges se sont interverties dans mon modèle. Si vous saisissez ensuite cet ordre ou séquence modifiée sur la page GISAID dans l'application de mutation, cela génère un modèle 3D qui illustre les positions modifiées dans le brin moléculaire par des sphères colorées. Comme des changements ont été apportés à 2 positions, on pourrait parler d'une double mutation dans le modèle. En pratique, ces mutations doivent être détectées par la procédure de diagnostic de laboratoire qu'est le séquençage. Au GISAID, ces découvertes peuvent être saisies dans la base de données qui contient actuellement 3890 mutations du virus de Wuhan. En ce sens, une structure altérée est d'abord une mutation, c'est-à-dire un changement. Ces propriétés ne peuvent être identifiées par le seul changement détecté et peuvent donner lieu à une grande variété de conjectures qui devraient toutefois être vérifiées et prouvées scientifiquement, notamment en ce qui concerne les éventuels effets néfastes sur la santé. La plupart des hypothèses publiées dans les médias concernant la mutation indienne visent une propagation rapide, une pénétration plus facile dans la cellule humaine
et en dernière conséquence, le postulat d'une mortalité élevée. De telles déclarations ont souvent été faites à la hâte dans le passé. Avec ces déclarations, je désire seulement vous sensibiliser à un point de vue différencié, sans porter de jugement sur la discussion actuelle. Je me réfère seulement à la demande de vérification par des études scientifiques et si possible avant la publication, afin d'éviter l'agacement et la désinformation. Comme deuxième chapitre préalable, je voudrais signaler un problème de santé particulier en Inde. La tuberculose. Selon l'article Wikipédia en anglais qui cite les données de l'OMS, elle cause 220 000 décès par an et coûte des milliards de dollars. Je ne vais pas entrer dans les détails ni ne veux le mettre en relation avec la pandémie actuelle de Covid-19. Mais il convient de se demander si un poumon prédégradé par la tuberculose ne constitue pas un problème particulier pour l'apparition épidémiologique d'une infection pulmonaire. Ainsi, les problèmes de santé nationaux de ce type pourraient également conduire à des constellations de problèmes particuliers. Je passe maintenant au véritable objet de ma réflexion, l'analyse des chiffres épidémiologiques du Covid-19 en Inde. Comme c'est généralement le cas dans mes présentations, j'aimerais mettre les données en relation les unes avec les autres afin de révéler d'éventuelles corrélations. Ainsi, sur cette diapositive 10, vous pouvez voir en arrière-plan en bleu l'augmentation du nombre de cas qui ont peut-être déjà été présentés dans les médias, ici sous la forme de l'augmentation de l'incidence à 7 jours. Depuis début avril, l'augmentation est spectaculaire. Toutefois, veuillez noter la ligne rouge marquant l'incidence de 100 cas pour 100 000 habitants dans les 7 jours. Cette limite a été fixée par le gouvernement allemand comme seuil permettant de prendre des mesures plus strictes et n'a pas été dépassée pendant longtemps. En Inde, cette marque a été dépassée pour la première fois à partir du 17 avril environ. Certains districts allemands ont déjà dû faire face à des valeurs supérieures à 500 sur une plus longue période et ont donc été présentés comme des points chauds dans le tableau de bord du RKI dans une nuance de rouge dramatique. Il n'est pas difficile d'établir une corrélation entre l'incidence et la nette augmentation du nombre de tests. Et ceux qui ont vu la vidéo de base sur l'incidence se souviendront qu'il existe une relation convaincante entre le nombre de tests et l'incidence. La diapositive 11 examine le nombre de cas pour 100 tests. Ce taux de positivité est un indicateur reconnu pour évaluer un événement d'infection épidémiologique. En outre, un marqueur pour la tolérance d'erreur des tests est indiqué en arrière-plan, ce qui doit être pris en compte dans l'évaluation. La diapositive 12 montre maintenant le schéma de mortalité associé au Covid-19. Le schéma des décès en Inde est indiqué en rouge et montre une augmentation significative depuis le 10 avril. Dans la configuration choisie par million d'habitants, cela semble trivialement bas, mais le taux de mortalité ne peut être évalué en chiffres absolus. À cette fin, le tableau, ici, fournit quelques données clés qui convertissent le nombre de cas, de décès et de tests en fonction du nombre d'habitants. Il est surprenant de constater que les chiffres de décès quotidiens en Allemagne par million d'habitants sont nettement plus élevés qu'en Inde. Il est absolument nécessaire de rapporter les chiffres des décès au nombre d'habitants. Je vous rappelle les 220 000 décès dus à la tuberculose en Inde mentionnés au début. Les 230 151 décès ici, attribués à l'actuel Covid-19 au 6 mai, sont additionnés sur toute l'année. Il convient de le noter si l'on compare avec l'ampleur similaire des décès dus à la tuberculose.
L'accusation d'une présentation minimisée ou de données non fiables est facilement soulevée ici. J'ai donc listé les sources de données officielles utilisées sur cette diapositive. La comparaison directe des chiffres mentionnés est fournie par le site web Worldometers. Si vous avez des doutes, veuillez les consulter et, si nécessaire, suivre l'évolution de la situation. Concernant les sources des chiffres de la population indienne, il faut noter de manière critique que le dernier recensement de la population, le census, a eu lieu en 2011, ce qui entraîne une incertitude par rapport aux chiffres actuels. Le taux de mortalité est un indicateur reconnu de la menace que représente la propagation d'une maladie infectieuse. Ce chiffre est calculé comme le rapport en pourcentage entre le nombre de décès et le nombre de cas infectieux et constitue une mesure reconnue de la menace que représente une maladie. En plus du pourcentage de décès, l'évolution de la courbe permet de voir si l'incidence de l'infection augmente ou diminue. Je vous laisse comparer l'évolution de la courbe verte allemande avec la courbe bleue indienne. Cela devrait donner une indication claire pour évaluer le danger actuel qui ne dépend pas du nombre de cas découverts. Les conversions en millions d'habitants auront montré combien il est problématique de comparer un pays de la taille d'un continent entier avec un petit pays comme l'Allemagne. Ainsi, dans la prochaine section de ma vidéo, je vais opposer directement les États indiens aux régions allemandes qui ont approximativement le même nombre d'habitants. La diapositive 16 montre la comparaison de l'État indien du Madhya Pradesh avec l'ensemble de la République fédérale d'Allemagne dans la représentation en courbe déjà connue. Comme cet État indien a un nombre d'habitants comparable à l'Allemagne entière, nous pouvons ici comparer directement les chiffres absolus sans devoir les convertir. J'ai inclus dans le tableau deux autres données clés qui, à mon avis, pourraient être discutées dans le contexte de la pandémie. Le nombre d'habitants vivant dans des bidonvilles et le taux de vaccination. Le fait que la situation du logement dans les bidonvilles, pour ce qui est des règles d'hygiène et de distanciation, ainsi que d'approvisionnement en masques et en matériel d'hygiène, puisse constituer un problème supplémentaire, doit être mis en avant pour alimenter la réflexion. Je ne pense pas que le graphique nécessite une explication plus détaillée. Je n'ai délibérément pas inclus l'évolution du programme de vaccination dans mes graphiques, car je ne veux pas donner l'impression qu'il existe une corrélation entre le nombre de cas ou les courbes de mortalité et la vaccination. S'il se pouvait que l'effet d'une protection vaccinale ne se produise pas encore en raison de taux trop faibles, un lien non prouvable avec l'augmentation des taux de mortalité pourrait s'imposer visuellement avec des courbes croissantes de manière injustifiée. Dans ce cas, les analyses dans les pays ayant une couverture vaccinale de plus de 50%, comme Israël ou les Seychelles, sont plus appropriées. La diapositive 17 montre à nouveau la comparaison déjà familière des courbes de mortalité par cas avec une petite augmentation au Madhya Pradesh à la fin. Sur la diapositive 18, je compare les courbes de mortalité attribuées au Covid-19 de l'État indien de Tripura avec la Saxe. L'augmentation du nombre de décès actuellement observés dans de nombreuses régions de l'Inde a été constatée en Saxe au début de l'année avec une dramaturgie similaire. Dans certains cas, des chiffres de décès Covid-19 plus élevés que le nombre total de personnes décédées rapportés par l'Office fédéral de la statistique ont été communiqués et ont attiré l'attention des médias. En ce qui concerne la Bavière, j'ai choisi l'État indien du Jammu-Cachemire comme région de comparaison. C'est le premier exemple où l'État indien dépasse actuellement la région allemande en termes de décès, bien qu'à un niveau bien inférieur à la deuxième vague problématique
des mois d'hiver en Bavière. Comme l'Inde a connu une augmentation particulièrement importante des taux de cas et de décès depuis mars-avril, j'ai opposé deux périodes très inégales et examiné comment la mortalité a évolué en comparant les périodes. Sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir la division des périodes. D'une part, une année civile complète du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et d'autre part, la période du 1er mars 2021 au 5 mai de cette année. Ainsi, le développement dramatique actuel ne devrait pas être dilué, pour ainsi dire, par l'ajout de périodes de détente plus longues dans l'antichambre. Cette diapositive montre un peu plus de la moitié des États indiens et dans les deux colonnes de droite du tableau, le taux de mortalité est calculé pour la période respective. Ici, je veux juste souligner que les cases ombrées en vert indiquent que dans ces régions, le taux de mortalité a diminué et que le rouge montre au contraire qu'il a augmenté, ce qui n'est vrai que pour deux États ici. Les autres États sont représentés dans la diapositive 22, 15 montrant une diminution de la mortalité. Le risque de décès n'augmente pas avec le nombre de cas, et je tiens à souligner que dans les États allemands, ce taux varie de 1,7 à plus de 3. Vous constaterez qu'en Inde, même dans les zones rouges d'augmentation, les valeurs sont largement inférieures. Comme mentionné au début, des membres de notre équipe ont créé des cartes interactives de l'occurrence du Covid en Allemagne et dans le monde. Vous pouvez les consulter à l'URL coronakarten.com. Sur celle-ci, la première carte, vous trouverez les chiffres clés actuels pour tous les districts d'Allemagne. Ceux-ci sont mis à jour automatiquement et alimentés par les données du RKI et des autorités sanitaires. En cliquant sur un État, une fenêtre de renseignement s'ouvre. À noter qu'ici, je l'ai traduite, mais que sur le site, c'est en allemand. Une autre carte montre les chiffres clés du registre des lits de soins intensifs d'IVI. Il permettra à chacun d'obtenir une image concrète de l'utilisation actuelle des lits de soins intensifs dans son district sur la base des données publiques disponibles. Une autre carte qui inclura en plus les capacités des districts voisins dans l'évaluation de la situation de la charge est en préparation. Il est très intéressant de voir que la radio bavaroise titre que les négationnistes du Covid veulent discréditer les hôpitaux. Est-ce compréhensible alors que le RKI de son côté fournit au public des informations de base sous la forme du registre des soins intensifs d'IVI? Un travail d'information soigné doit servir le public et offrir la possibilité de vérifier, si nécessaire, les rapports des médias sur l'occupation. Le travail élaboré de visualisation des données d'IVI sert à présenter les informations disponibles de manière générale et compréhensible. Toute institution médiatique devrait avoir intérêt à justifier la confiance qui lui est accordée en communiquant ouvertement les données de base de ses reportages. Après tout, dans notre société pluraliste et critique, les médias ont pour habitude de répondre aux questions des citoyens qui, après avoir effectué des recherches approfondies, s'interrogent sur les images véhiculées par les médias. À cet égard, ces systèmes d'information devraient susciter un large intérêt afin d'éviter l'émergence d'un monopole de l'information. J'espère que mes remarques vous ont éclairé et que j'ai réussi à montrer une image de la situation actuelle en Inde et à la placer dans son contexte. Les rapports sur l'Inde qui proviennent de personnes sur place font état de préoccupations et de besoins difficiles à exprimer en chiffres. Par exemple, la peur du risque d'infection dans les cliniques empêche certaines personnes de demander de l'aide à temps. Certains se plaignent à leur tour de pénurie de matériel, comme l'oxygène en particulier, car les approvisionnements stagnent, notamment en provenance des États-Unis. En outre, la combinaison de la quarantaine et des couvre-feux, associée à de fréquentes coupures de courant, à des pompes à eau électriques qui tombent également en panne en conséquence, est une source de problèmes qui rend les soins de santé de qualité très problématiques. Cette vidéo sera publiée prochainement dans 4 autres langues.
Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'aide apportée à la traduction et à l'enregistrement en anglais, français, italien et espagnol. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero ou Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Vous y trouverez également de nombreuses informations complémentaires. D'autres sujets internationaux y sont également abordés. Merci pour votre attention et à très bientôt.